Bonjour, monsieur François Asselineau. Je sais pas, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais c'est une première, vraiment. Je tenais absolument à rencontrer ce grand monsieur, puisque je l'ai suivi depuis les élections présidentielles en 2017 et on ne le voyait pas assez. Et je me suis dit, il faut absolument que je le rencontre, surtout parce que j'ai vu les débats après qui se sont passés et on en parlera lui et moi, donc j'aimerais bien quand même déjà lui dire merci. Merci à vous, monsieur. Bien. Et je tenais vraiment à vous rencontrer surtout puisque j'ai vu que vous n'avez pas assez de visibilité sur les médias. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi justement j'en ai parlé à quelques collègues et les gens qui me suivent sur les réseaux. J'ai dit, mais pourquoi je vous sens exclu du monde médiatique? Je ne sais pas. Si je suis exclu du monde médiatique, c'est peut-être parce que ce que je dis ne plaît pas beaucoup aux dirigeants des médias. Donc c'est une raison toute simple. Les Français, il y a des Français qui s'intéressent beaucoup à la politique, puis il y a beaucoup de Français qui s'intéressent un petit peu, ou peu, ou même pas du tout à la politique. Les gens voient ça d'un petit peu loin. On dit aux Français qu'on est en démocratie. Pourquoi on est en démocratie? Parce qu'il y a des élections et puis on vote à bulletin secret, donc les gens ont le sentiment d'être en démocratie. D'autant plus qu'il y a des partis d'opposition, il y a des gens qui se critiquent fortement à la télévision, à la radio, donc les Français se disent je suis en démocratie. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce que au XXe siècle, dans beaucoup de pays, on a beaucoup réfléchi à la façon de encadrer la démocratie, de limiter les choix du peuple. Et on est arrivé dans un certain nombre de pays à un système assez malin où vous avez en fait des partis politiques qui font semblant de s'opposer, mais qui en fait mènent à peu près toujours la même politique. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez de temps en temps le parti républicain, de temps en temps le parti démocrate. Ils se succèdent depuis 2 siècles. Il y a d'autres partis politiques. Il y a un parti communiste américain. Il y a des partis écologistes, etc. Aux élections présidentielles aux États-Unis, on croit toujours en France qu'il n'y a que 2 candidats, le républicain et le démocrate. Mais non. En fait, par exemple, à la dernière élection avec Trump, je crois qu'il y avait 14 ou 15 candidats. Mais on parle toujours que de 2. Et malheureusement, ce système s'est un peu imposé en France avec des médias qui focalisent l'opinion sur 1 ou 2 ou 3 candidats et ne parlent pas des petits candidats. Ceux qui les qualifient de petits candidats. Or, pour le grand public, à partir du moment où des médias leur disent, parce que le public fait spontanément confiance à la télévision, il y a une espèce de fascination devant un écran de télé, donc spontanément on a envie de faire confiance, et à partir du moment où il y a une télévision qui dit, voilà, il y a des grands et des petits candidats, et qu'une deuxième télévision dit la même chose, une troisième dit pareil, et puis telle ou telle radio, etc., les gens finissent par dire, oui, il y a des grands et des petits. Voilà. Mais qui a décidé ça? Qui est-ce qui a décidé qu'il y avait des petits candidats? Moi, je me pose la question, parce qu'en regardant un petit peu vos différents débats, quand vous passez, parce que vous n'avez pas l'occasion de passer tout, 2 fois, je pense qu'un jour, ils vous feront passer à la pub. Je ne sais pas si c'est ça. Et tout de suite, la pub avec M. François Asselineau. Et on passe à autre chose. Mais j'ai vu il n'y a pas longtemps un débat où vous étiez face à une économiste, je crois, qui donnait des chiffres. Et vous l'avez contredit. Et tout le monde vous a carrément sauté dessus. En vous disant non, mais vous avez dit, mais attendez, mais c'est pas un guet-apens. Je dois quand même répondre. C'était pas aux grandes gueules, non? C'est aux grandes gueules, effectivement. C'était pas une économiste, c'était une avocate. Une avocate, effectivement. Voilà. Elle disait n'importe quoi. Voilà, qui est sur les chiffres, justement, parce que nous, par exemple, moi je parle beaucoup de ma génération, beaucoup ne s'intéressent plus beaucoup à la politique. On ne s'intéresse pas. Moi, par exemple, je fais des blagues. Dans mon spectacle, je suis engagé aussi, parce que il y a des sujets qui m'interpellent. Je parle des gilets jaunes, comme je parle du système actuel en France. Mais on met tout ça sous forme d'humour. Et c'est vrai que beaucoup de jeunes ont peur de la politique, ils ne s'y intéressent plus. On dirait qu'ils ont plus confiance en fait. C'est pourquoi aujourd'hui ce sont par exemple nos mamans, nos papas qui vont voter. Les jeunes ne s'y intéressent plus alors qu'ils ont des convictions
mais ils ne savent pas exactement qui va leur diriger, qui va les aider, parce que là, en fait, on va quand même, là, on est en train de toucher le fond. Si on n'a personne qui nous sort de là, et ben, on aura la tête au fond du gouffre. Et moi, je pense, personnellement, parce que j'ai suivi quand vous avez parlé de l'euro, qui est aujourd'hui, moi j'ai un ami qui fait un sketch là-dessus, il explique qu'à l'époque, quand il y avait 400 francs, c'était le roi du pétrole. Il achetait ce qu'il voulait. Il était vraiment, aujourd'hui, l'équivalent, vous n'achetez pas grand-chose. Et pourquoi en fait? Oui, aujourd'hui, 400 francs, c'est équivalent de quoi? De 65 €, quoi, quelque chose comme ça. On n'a pas grand-chose. Oui. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède, parce que je veux bien parler d'euros, mais ce sont des choses compliquées. Je vais peut-être, avant de répondre à ça, enfin on le fait comme vous voulez, mais je voudrais dire un cadre général. Les Français sont mécontents. Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents. Le mouvement des Gilets jaunes, ils en sont à leur 28e semaine de protestation. Les Français voient bien que leur niveau de vie, il dégringole. Les Français voient bien qu'ils ont de plus en plus tendance à être exploités au travail. Vraiment, la pression au travail est importante. Donc, les Français ils voient aussi que tout est de plus en plus cher, qu'on dérembourse les médicaments, qu'on ferme les services publics, qu'il faut payer les autoroutes, peut-être un jour bientôt les routes. Tout ça, ils n'ont pas décidé, donc les Français sont mécontents. Et donc, ils voudraient que ça change. Simplement, il y a un truc qui est très très important, c'est que ils voudraient que ça change, mais dans un cadre qui leur a été mis dans la tête. C'est-à-dire que ce que moi j'explique depuis maintenant 12 ans, c'est que la responsabilité numéro 1 des évolutions en cours, c'est pas la seule, mais c'est la principale responsabilité, c'est notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro, ainsi qu'à l'OTAN, pour les guerres illégales qui sont menées à l'étranger. Mais quand je dis ça, c'est frappé de... Il y a énormément de gens qui ont un réflexe de recul, parce que depuis qu'ils sont petits, on leur a dit que l'Europe, c'était formidable. C'est presque une religion. On n'a pas le droit de critiquer. Donc les gens disent « Ah non !» C'est irréfléchi. Il n'y a pas de réflexion derrière. Simplement, on n'a pas le droit. C'est comme si on disait voilà, quelqu'un que vous ne pouvez pas soupçonner, par exemple, d'avoir commis un vol ou un crime, que ce soit, je ne sais pas... c'est vraiment le problème numéro 1 auquel on se heurte, c'est que lorsque nous expliquons aux traités européens, aux directives, c'est-à-dire aux espèces de lois qui sont publiées par la Commission européenne, que c'est ça, il y a beaucoup de gens qui débranchent à un moment. Parce que c'est comme si... je sais pas, c'est comme si on leur disait, en fait, votre père n'est pas votre père, votre mère n'est pas votre mère. D'un seul coup, ils ne peuvent pas l'admettre. Donc, ça, c'est, à mon avis, un des drames de la société française aujourd'hui. C'est que notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro produit des conséquences que toute personne raisonnable, qui est destruction du droit du travail, c'est la privatisation des services publics, c'est les guerres illégales qu'on fait à l'étranger, notre alignement complet sur les États-Unis, c'est la disparition des petites communes, c'est la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est l'augmentation des inégalités entre une toute petite minorité qui a de plus en plus d'argent et la majorité des Français qui vivotent et les pauvres sont en train de verser dans la misère. Donc ça, les Français sont mécontents de ça, mais ils n'arrivent pas à comprendre que ça vient de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Donc, ils ne veulent pas sortir de quelque chose dont ils condamnent les conséquences. Et tout le problème, il est là. C'est-à-dire que vous avez... nous, ce que j'ai fait en créant ce mouvement politique, j'ai vu que les traités européens, les articles des traités, je me suis rendu célèbre parce que je citais les articles des traités, un petit peu par fainéantise ou par envie, ils n'ont pas envie de réfléchir trop. Et puis, ça... Alors, un avocat véreux, ça va être un avocat de quoi il va surtout vous demander de payer déjà les premiers honoraires. Et puis, vous sortez de là et vous n'avez rien appris. Un bon avocat, c'est l'avocat qui va dire « Je connais l'article tac, tac, tac du Code du travail, la jurisprudence de ci et ça, vous avez droit à ci, vous avez droit à ça. » Bon. Ce sont des choses un petit peu techniques. Ils sont davantage séduits par quelqu'un qui va
faire des effets de théâtre, qui va parler de... Ça, c'est très important aussi en politique, c'est parler. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, une fois, je me rappelle, ah, j'avais pas parlé du bien-être animal. Alors maintenant, je parle du bien-être animal. Je dis, il faut combattre le bien-être animal. Alors les gens sont contents. Mais ça n'a rien changé par rapport à ce que je disais avant. J'ai toujours le même programme. Et donc, ça facilite ce manque de... sur ce qu'on appelle des démagogues, des politiciens, c'est-à-dire des gens qui vont leur dire ce qui leur fait plaisir. Vous vous rappelez, avec Macron qui disait, voilà, pensez printemps les amis, voilà, nous on est jeunes, on va se battre, on va là, vive l'Europe, on est tous copains, l'ouverture sur le monde, attention, n'écoutez pas les nationalistes, les populistes, etc. Voilà, l'Europe, c'est notre avenir. Ah, on mettait des photos avec des gens avec des grands sourires. Les gens, ils vont voter pour ça. Et puis quand on éteint les lumières de la fête, quand le scrutin est terminé, à ce moment-là, on bascule, on revient à la réalité. Exactement. La réalité, c'est que Macron, beaucoup de Français le détestent, ils ont le sentiment de s'être fait avoir, qu'il les aura menti, il leur a menti. Mais maintenant, si vous voulez, quand vous avez de nouvelles élections, les Français sont prêts à retomber, encore une fois, dans les mêmes trucs. Parce qu'ils ne font pas cet effort, c'est un petit effort intellectuel, d'aller se renseigner et de comprendre que ça n'est pas celui ou celle qui leur présente les choses les plus sympathiques qui est le meilleur. Vous avez eu dans votre... Oui. Quand vous étiez plus jeune, vous avez eu des bons profs et des mauvais profs, certainement. Exactement. Des espèces de quotas. Voilà. Mais sauf que là, moi, ça tombe bien que vous en parliez, puisque les sondages, moi, je vois sur les réseaux, par exemple, que Macron, mais vraiment, à chaque fois qu'il y a une photo de lui sur peu importe un article, il a toujours des commentaires négatifs. Et je me demande comment se fait-il que, selon les sondages, c'est toujours lui qui passe premier. Qui gère les sondages, en fait? Alors, ça, c'est une autre question qui est très importante, que vous avez raison de souligner. Pour manipuler l'opinion publique, on a déjà parlé tout à l'heure, on dit qu'il y a des grands candidats et des petits. Donc déjà, les Français, c'est un petit candidat, je ne m'y intéresse pas. Je vais m'intéresser sur le grand. Parce qu'on fait croire aux Français que l'élection, c'est un peu comme jouer au PMU. C'est-à-dire qu'il faut voter pour le gagnant, quoi. Alors les journaux, ils disent, par exemple, là, on le voit pour les élections européennes. Pour les élections européennes, les journaux, toutes les radios, toutes les télés, depuis des semaines et des semaines et des semaines, ils disent que la vraie question, c'est de savoir qui est-ce qui va l'emporter entre En Marche et le Rassemblement national. Le Rassemblement national ne fait pas du tout peur aux médias. Parce que s'il faisait peur, ils le cacheraient. Donc, ils veulent focaliser l'attention des gens. Il y a des gens qui vont dire « Ah, alors tu votes pour qui? Pour Macron ou pour Le Pen ?» Mais l'offre politique, elle est beaucoup plus importante. Il y a des gens qui disent ailleurs des choses beaucoup plus importantes. Et ça, les Français n'y font pas attention. Oui. Ça, c'est la première façon de manipuler. La deuxième façon, c'est ce que vous dites, c'est les sondages. Nous, on a un exemple qui est incroyable, et pourtant c'est vrai. On a un certain nombre de nos adhérents, de nos sympathisants, qui ont reçu, au cours des mois écoulés, disons des 2 derniers mois, des appels téléphoniques d'enquêteurs ou d'enquêtrices d'instituts de sondage qui téléphonent. Alors ils décrochent et l'enquêteur dit « Oui, bonjour, c'est pour une enquête d'opinion politique, est-ce que vous êtes d'accord ?» Alors notre adhérent dit oui. Et c'est arrivé à beaucoup, mais il y en a 3 d'entre eux qui ont eu la présence d'esprit d'enregistrer la conversation. Okay. Et donc après, ils nous ont envoyé. Donc on a vraiment les preuves absolues. Donc l'enquêteur, il commence par dire « Voilà, c'est un sondage d'opinion. Est-ce que je pourrais vous demander, monsieur ou madame, est-ce que je pourrais vous demander pour qui avez-vous voté aux élections présidentielles de 2017 ?» Donc comme ce sont des gens qui sont chez nous, ils ont répondu « J'ai voté Asselineau ». Et l'enquêteur, à l'autre bout du fil, il dit « Très bien », il coche Asselineau, parce qu'il a 11 cases avec les 11 candidats de 2017. Jusque-là, tout va bien. Okay. Et après, l'enquêteur dit « Je voudrais vous poser une deuxième question ». Alors on dit oui. De quelle liste, pour les européennes, vous sentez-vous le plus proche? Alors ça dépend de la formulation de la question. De quel parti vous sentez-vous le plus proche? De quelle liste vous sentez-vous le plus proche? Pour quelle liste allez-vous voter, etc. Donc il répond alors on a dit comment ça se fait, c'est une liste pour laquelle je vais voter.
Et l'enquêteur lui répond, écoutez, moi, le choix que je vous propose, c'est NPA, de Poutou, qui d'ailleurs n'a pas fait de liste, Lutte ouvrière, de Madame Artaud, qui a fait une liste, La France insoumise, Génération.s, le Parti socialiste, les... Et notre adhérent dit, oui, mais moi, il n'y a pas celle que je veux. Oui, mais alors, comment fait-on, lui dit l'enquêteur. Et il y a un de nos adhérents qui a dit, bon, ben, écoutez, mettez France insoumise. Et donc, à l'autre bout, il a coché France insoumise. Vous voyez qu'il y a quand même une escroquerie. Oui, bien sûr. Bon. Mais l'escroquerie, elle va au-delà. Parce que ce que l'on a découvert, c'est que lorsqu'il publie les résultats, on est dans les résultats. Et ils nous mettent 0,5 ou 1% ou 1,5%. Comment c'est possible? Ils le font comme ça. Ouais. Parce que les instituts de sondage, ils font tous la même chose. Ils ont des résultats bruts de leurs enquêtes. Et après ça, ils font des corrections techniques. Corrections techniques, c'est eux. Hein. C'est-à-dire pour certains, ils disent oui, mais non, mais là, ça me paraît un peu trop, on va retirer moins 0,5, moins 1, plus 1, etc. Les mauvaises langues, allez lire le livre qu'avait fait Philippe de Villiers sur le sujet, qui s'appelait « Le moment est venu de dire ce que j'ai vu, ou je sais pas, ou ce que je sais ». Philippe de Villiers a sorti un livre il y a 4-5 ans où il avait expliqué que lorsqu'il avait participé aux élections européennes de 1984, où il avait été financé par un milliardaire britannique, Jimmy Goldsmith, il paraît qu'il avait des sondages qui étaient dans les 1 et 2. Et puis après ça, ils sont allés voir des instituts de sondage, c'est lui qui le raconte. Hein. Et là, ils ont commencé à donner des sommes considérables. D'un seul coup, ils ont vu les sondages monter. Donc il y a une... Alors nous, on n'a pas fait ça, donc nous, on a des sondages, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils nous attribuent une note alors qu'il n'en a pas été testé. Donc c'est la deuxième anomalie. Troisième anomalie, on a saisi la commission des sondages, qui est un organisme public en France. On a envoyé un courrier le 10 mai en leur racontant ce que je viens de vous dire. Et en leur indiquant qu'ils pouvaient aller vérifier les preuves enregistrées que l'on a mises sur notre page Facebook et sur notre site. Et on leur a dit, c'est totalement anormal. Et vous savez ce que la commission des sondages nous a répondu, a osé nous répondre? Ils nous ont répondu par la voix de sa présidente, en gros, que c'était tout à fait normal et que les instituts de sondage avaient le droit de tester les candidats qu'ils voulaient tant que on n'était pas dans la période où les candidatures avaient été validées. Waouh. Alors, ça veut dire que on est dans un système où une société, un institut de sondage privé, se permet pendant 2-3 mois avant l'élection, de présélectionner les listes qu'ils veulent. À mon avis, la moindre des choses serait de dire que il faut, par exemple, de préciser seules ces listes ont été testées. Okay. Et de préciser que les listes qui n'y figurent pas n'ont pas été testées dans le sondage. Mais quand ils ajoutent alors qu'elle n'a pas été testée, nous on nous met à 1% alors qu'on n'a pas été testé, on est vraiment dans la fausse nouvelle. C'est clair. Alors le plus grave, c'est que donc cette commission des sondages a donc dit que c'était normal. Mais le plus grave, c'est que les médias et le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, se fondent sur ces sondages pour donner du temps de parole. Donc, si vous voulez, c'est un système qui s'auto-entretient, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que nous, on ne nous teste pas, on nous met 0,5 ou 1%, les médias disent vous faites 0,5 ou 1%, on n'a pas besoin de vous inviter. Le CSA dit oui, c'est conforme au sondage, donc on n'est pas invité. Et comme on n'est pas invité, les gens ils peuvent pas voter pour nous, puisqu'on ne nous voit pas. En revanche, on donne 25% à la liste de Macron, ou 25%. Et donc les Français se disent je vais voter pour les autres listes. Exactement. Et moi, donc, si vous voulez, et ce que je constate, c'est que ça s'était déjà passé pour la présidentielle, ça se passe ici. On est particulièrement caché pendant entre 3 mois avant l'élection et 15 jours avant l'élection. Et puis après, on nous montre un peu plus. En ce moment, on me montre un peu plus dans la télé et à la radio.
Mais parce que les spécialistes de la politique savent qu'en général, les gens, ils ont déjà fait leur choix à ce moment-là. Il y a ce qu'on appelle la cristallisation de l'opinion. Et après, s'ils vous voient comme ça, si par exemple on me voit, si on me voyait 24 heures sur 24 le dernier jour, ça changerait très peu les votes. Voilà. Donc, ce système est un système, c'est vraiment de l'extorsion de volonté de la population. Ah oui, et il y a des choses qu'on pourrait faire pour lutter contre. Premièrement, moi je pense qu'il faudrait obliger les listes, par exemple pour les européennes, à être déposées euros sur un compte de l'État prouvant qu'elles ont les moyens de payer leur campagne, payer les bulletins de vote, payer les professions de vote, parce que ça, de toute façon, on les paye. Et si vous n'avez pas ça, tout le monde peut se présenter. C'est comme ça qu'il y a 34 listes, d'ailleurs. Et à ce moment-là, une fois que les listes auraient déposé, mettons, 1 million d'euros forfaitairement minimum sur un compte surveillé par l'État, et à partir du moment où les listes auraient été validées 3 mois après, à ce moment-là, seul à partir de ce moment-là, on pourrait avoir éventuellement des sondages, et les médias tiendraient compte de ça. Mais je pense, même moi personnellement, qu'on devrait supprimer purement et simplement les sondages. Bah oui, parce que les sondages, c'est quoi? Pourquoi les sondages? Les sondages, c'est vraiment, si vous y réfléchissez à bien... en fait. Oui, c'est une pression psychologique, parce que vous avez beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas tellement à la politique. Je vous l'ai dit, beaucoup qui confondent un peu le vote avec le PMU. Hein. Ils se disent, je vais voter pour le gagnant. Beaucoup de gens qui se disent, moi j'en ai vu des centaines, de gens qui m'abordent dans la rue. Je suis assez populaire à Paris, notamment auprès des jeunes, et en particulier auprès des jeunes Français issus de l'immigration d'ailleurs, soit dit en passant. Donc j'ai des gens très gentils qui viennent me voir, qui me disent « Ah ouais, c'est vachement bien ce que vous dites, je suis tout ce que vous dites ». Et je leur dis « Mais… » Ils me disent « C'était vous qu'il aurait fallu, vous avez été beaucoup mieux que moi. » Je leur dis « Il faut voter ». Oui, mais alors je leur dis « Est-ce que vous avez voté pour moi ?» Et alors, il y en a quelques-uns qui me disent oui. Mais il y en a beaucoup qui me disent « Ah ben non ». Je dis « Comment ça, non ?»« Ben oui, Je dis « Mais vous avez fait quoi ?» Il m'a dit « Non, j'ai voté utile. » Ah bon? Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, en général, s'ils ont voté soit Marine Le Pen, soit Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Parce que c'est les médias qui leur ont dit que c'était voté utile. Et alors, il y a ça, il y a aussi beaucoup de jeunes qui... sont dégoûtés par la politique, ils y comprennent rien, ils ont le sentiment que tous les responsables politiques sont corrompus, leur mentent, etc. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et donc il y a beaucoup de jeunes aussi qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales, ou alors qui ne vont même pas voter le jour du scrutin. Mais en faisant ça, en fait, ils renforcent Macron. Parce que ceux qui votent le plus en France, comme dans les pays étrangers, c'est toujours plutôt les personnes âgées, et plutôt les gens qui ont fait des études. Voilà. Alors, il se trouve que c'est plutôt l'électorat de Macron. Donc, s'il y a des gens, pour les élections européennes par exemple, qui se disent « Ah non, moi je ne vais pas voter, tout ça, ça m'énerve », en fait, c'est pas un acte de liberté qu'ils font, c'est un acte de soumission. C'est-à-dire, plutôt que d'aller voter pour moi, pour notre liste UPR, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il faut voter pour nous, plutôt que de voter pour notre liste, ne pas voter pour notre liste, finalement, c'est se laisser aller et ne pas aller voter du tout, ça va faire monter artificiellement le score de Macron. C'est pour ça qu'il faut que les gens, notamment les jeunes, hein, ils se prennent en charge et qu'ils savent, évidemment, un vote, ce n'est qu'un vote, mais multiplié par 1000, 10 000, 100 000, 1 million, c'est ça qui fait une élection. Mais la question, justement, c'est que, pour revenir après là-dessus, les sondages, moi j'ai vu un sondage Figaro, qui mettait sur un débat que vous avez eu, je pense que c'était peut-être hier ou celui d'avant, et ils vous ont placé premier à 39%. Ah oui, alors ça c'était un sondage, non, c'était au sujet du premier débat sur France 2. Sur France 2. C'était France, voilà, effectivement. Voilà, ça c'était pas un sondage, oui, c'était le Figaro qui avait fait un sondage en ligne. Voilà, en ligne. Effectivement, en ligne, j'avais été jugé le plus convaincant, mais parmi les internautes. Oui. Donc, c'est lequel qui avait remporté le débat. Alors les gens disent tout de suite, oui, mais ce sont les fans, les adhérents de l'UPR, donc ce sondage ne vaut rien. Il y en a beaucoup alors. Oui, ça veut dire, ça veut dire. Il y a la polygamie, visiblement. Mais je suis persuadé que les résultats des élections seraient différents s'il n'y avait pas de sondage. Parce que les gens voteraient beaucoup plus spontanément et librement. Bien évidemment. Et justement, la question qu'on se pose, un jeune aujourd'hui, comment faire pour voter aux européennes? Est-ce qu'il faut absolument être inscrit pour voter? Ou est-ce que si on a déjà été inscrit à une liste électorale
précédemment, est-ce qu'on a le droit de voter? Alors, il faut toujours être inscrit. Normalement, je m'adresse ici, toutes les personnes qui ont déjà voté dans leur vie sont inscrits sur une liste électorale. Simplement, ils ont pu dire, il faut qu'ils habitent à Aubervilliers ou et qui va aller voter pour eux. Ça s'appelle 60% d'abstention. Et on veut, alors qu'un parti a un seul tour, eh ben... C'est coupé? Pour ce bug, il y a un bug. Donc, oui, ce que je disais, c'est que pour avoir des députés de l'UPR, il faut dépasser 5% des voix. C'est-à-dire, s'il y a 40% de participation, en gros, ça veut dire 1 million de voix. Donc, et 30% d'abstention, enfin 60% d'abstention, ça représente, ça fait 27 millions de personnes. Il y a 27 millions de personnes qui vont s'abstenir. Il faut 1 million pour avoir des députés. Être financé? Non, on n'est financé que par les Français. D'accord. Il y a par les dons, les adhésions. Il n'y a pas de banque derrière? Aucune banque. Aucune banque, aucun frais financier. Alors, ça nous donne une liberté. Par exemple, les Républicains, En Marche, le Parti Socialiste, le Front National, ils ont tous des dettes énormes. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont un programme qui ne va pas au bout des choses, qui ne dit pas tout ce qu'il faudrait dire. Parce qu'ils sont payés par des banques. On ne mange pas la main qui vous nourrit, comme on dit. Nous, on n'est payé que par nos adhérents et nos sympathisants. Et ça change tout. Donc nous, on a un discours de liberté, un discours libre, et on pointe du doigt tout ce qui ne va pas. Y compris, par exemple, le fait que le président de la République, en fait, il n'a plus beaucoup de pouvoir. Tout est décidé à Bruxelles. 20 dernières années, l'euro a beaucoup élevé à chaque Français que l'on a perdu. Par les banques, elles ne veulent pas. Les banques. Et de toute façon, ces élections, je dis la vérité. Il y en a, la France, les députés au Parlement européen ne sont pas français. Roumanie 33. Donc la Pologne plus la Roumanie, d'autant plus. Une Europe où on dit aux Français, arrêtez de croire à ce baratin. Les bourgeois ne sont pas d'accord avec les Français, par exemple, sur cette taxation. Eux, ils veulent avoir des chars, ils veulent l'avoir. Elle fait un contrepoids à l'Allemagne. Il y a des gens qui disent, oui, il faut avoir une politique de, comment dirais-je, vis-à-vis des migrants, il faut ci, il faut ça. Mais la Finlande, elle n'a pas du tout les mêmes intérêts qui sont différents de ceux de la Finlande. Voilà. Donc tout ça, l'Europe, elle est dans une situation de blocage parce que le principe même est faux. Le principe de départ, il est faux. Et comme on est dans une situation de blocage et que ça ne marche pas, tous les 5 ans, vous avez des responsables qui vous disent on va changer l'Europe. Mais en fait, on ne change rien. Voilà. Donc, en fait, il ne se passe rien. On n'aura pas les moyens de changer la politique. Mais, premièrement, on aura des députés. Et donc, les médias seront obligés de nous donner la parole davantage. Actuellement, ils peuvent dire vous n'avez pas de députés, donc vous n'êtes à rien du tout. Pour passer dans les médias français, c'est ça que ça veut dire. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que nous, à Bruxelles, au Parlement, on développera les idées sur la nécessité de sortir de l'Union européenne. On dénoncera les activités qui sont des activités dictatoriales, en définitive, qui nous sont imposées depuis la Commission européenne, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas du tout démocratiques. On dénoncera les trafics d'influence, les lobbies que l'on verra. On fera des reportages avec notre chaîne UPR TV. On va donc être la voix des Français honnêtes et sincères, qui veulent comprendre ce qui se passe, et on va tout mettre sur la table. Et troisième intérêt de voter pour nous, on prend l'engagement d'abord d'être présents. Les partis qui sont allés ailleurs. Bon, ils ne sont plus que 14. Mais le député du Front National, il essaie de nous imiter, mais c'est un homme d'extrême droite qui a été 5 ans vice-président du Front National. Monsieur Philippot, il n'est jamais allé travailler en commission. Il y a ce qu'on appelle des commissions de travail. Il n'est jamais allé une seule fois. Donc nous, on sera présents. Et puis nous, notre salaire, on reversera une partie importante du salaire sur un fonds que l'on créera à l'UPR. Ce fonds servira à financer des actions nobles. Par exemple, on viendra en aide juridique aux gens qui ont été mutilés lors des manifestations. Ça, c'est grave. On leur donnera, on paiera, on contribuera à payer les honoraires d'avocats, par exemple, pour qu'ils se défendent devant la justice. On donnera de l'argent à des associations qui se battent pour la protection de la santé. On donnera de l'argent à des associations qui se battent pour la défense des consommateurs, à des associations qui se battent pour les travailleurs ou les personnes handicapées.
on donnera de l'argent à des associations qui se battent pour le bien-être animal. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour l'argent, on ne fait pas ça pour être là, à ne jamais aller et puis mettre l'argent dans notre poche. On donnera une partie significative de ces revenus à ce fonds qui sera géré par lui. On vote l'idée. Oh là là, vous... Il y a aussi un bug, je crois qu'ils... je sais pas si vous êtes... la connexion n'est pas bonne. Beaucoup réagissent là-dessus, on est à... C'est reparti. Parce que là, nous avions beaucoup de gens qui réagissaient en plus en direct. Ah oui, c'est bien. Ah oui, c'était très bien, vraiment. Et c'était intéressant. Là, ça marche, ça continue, là, ça marche. Là, ça continue, là, c'est bon? Ah, ça va. Il faut juste se rester comme ça. Vous prenez par la statue de la liberté. Ceux qui voient pas le direct, on a un stagiaire derrière qui Je prends la statue de la liberté. qui se fait mal depuis tout à l'heure. C'est bon là? Ça tourne? Ok, d'accord. Et la question que je vais vous poser, parce que je vous cache pas, honnêtement, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux. Vous êtes beaucoup appréciés des Français. Honnêtement, pourquoi je suis vachement surpris et compte tenu de mon métier qui est de faire des blagues et d'observer un petit peu ce qui se passe derrière. Je suis stupéfait justement de cette censure encore jusqu'à présent qui me choque et quand même triste et dur de voir quand même que dans une vidéo YouTube qui fait plus de 50 000 vues, on a quasiment plus de 80% des commentaires qui sont en votre faveur. Ouais, 90%. 90% carrément. Et je suis un peu stupéfait en me disant, mais je me pose la question, on va dire qu'au Cameroun, on a l'habitude, mais un régime totalitaire. Alors, la vérité, il faut être un peu nuancé. C'est vrai, vous avez raison. Il y a des attaques d'exprimer des opinions qui ne sont pas celles du gouvernement. Bon, j'en sais quelque chose. Bon. Mais ce qui est vrai aussi, donc ça c'est moi on est dans une société où je peux parler, mais de tous les grands débats qu'il y a eu à la télévision, sur France 2, sur LCI. France 2 c'était avec je sais plus quoi. Il y avait eu, CNews. Et BFM organise un débat. Tous les candidats, sauf moi. Et on est allé voir le CSA, 3e ou 4e parti. J'ai vu arriver un courrier de En Marche, mon adresse courriel, et qui avait adhéré en mon nom. Ça se trouve, il y a des chiens aujourd'hui dans la rue qui sont... En son nombre d'adhérents payants. On s'est présenté à toutes les élections partielles en 2018, sauf celle de Wallis et Futuna. Il y avait donc 7 ou 8 élections législatives. On a été le seul parti politique très présent sur les réseaux sociaux. Notre chaîne UPR TV, c'est la chaîne d'un... Oui, mais dans les sondages... D'abord, c'est même pas vrai. Dans les derniers sondages, ils nous donnent au même niveau que la garde de l'UDI. Du Front National. Oui. Il a claqué la porte du Front National. Il n'a pas quitté. Mais il a gardé le pognon. Voilà. Il a gardé son poste. Et donc, ils me disent, oui, mais il est député du Front National, mais c'est dégueulasse. Parce que s'il a quitté le parti qui lui a permis d'être député, normalement, il aurait dû remettre en... Ils ont fait, au cours des 2 derniers mois, M. Philippot, qui a, d'après ce que l'on dit à Paris, devrait avoir paraît-il qu'il aurait 3 000 adhérents, 3 500. Nous, on en a 37 000. On en a 10 fois plus. Quand vous voyez les vidéos que fait M. Philippot, elles ont beaucoup moins de vues que moi. Il y a beaucoup de critiques, beaucoup de pouces vers le bas. Il n'a pas été capable de se présenter à la quasi-totalité des élections législatives partielles où on s'est présenté parce qu'il n'a pas de militants, il n'a pas d'argent. Là, pour les élections européennes, d'après ce que je crois savoir, il n'est pas capable d'avoir des affiches sur les panneaux. Il y en a une par-ci par-là, mais il ne peut pas les avoir dans toute la France. Nous, on en a dans toute la France. Il n'est pas capable d'avoir aussi les professions de foi qui sont envoyées aux électeurs dans tous les... Donc c'est vraiment... Il n'a pas assez d'argent parce qu'il n'a pas assez de militants, pas assez de moyens. Quand il a vu ça, il est allé voir M. Dupont-Aignan. Il lui a proposé 400 000 euros. Et Dupont-Aignan a dit non. Mais Dupont-Aignan, il est contre la sortie de l'UE. C'est-à-dire que Philippot, qui se présente comme le partisan du Frexit, il est allé voir Dupont-Aignan. Et Dupont-Aignan l'a révélé dans la presse il y a une dizaine de jours, on l'a peut-être vu. À ce moment-là, Philippot a dit que c'était pas vrai du tout, que c'était faux,
Mais moi, hier, sur France 2, il y avait Dupont-Aignan qui m'en a parlé, qui m'a dit que ce type, enfin, je ne vais pas vous dire ce que j'ai, sinon ça tomberait sous le coup d'insulte, mais il a été, et il m'a dit que effectivement, Philippot est venu lui proposer 400 000, qu'il m'a dit non. Et c'est comme il m'a dit non, qu'après, Philippot m'a envoyé un de ses collaborateurs pour me dire, vous me proposez 300 000 euros à nous. Le problème, c'est que nous, moi, c'est pas moi qui décide, moi, j'ai demandé au bureau national, c'est-à-dire l'équipe de direction, et que je leur ai donné tous les éléments. Et les gens, ils n'ont pas envie de faire alliance avec quelqu'un qui a l'image de l'extrême droite, et surtout quelqu'un qui n'est pas fiable. Nous, à l'UPR, il y a des gens qui viennent de l'extrême droite. Ils sont les bienvenus, comme des gens de France Insoumise. Mais, à condition qu'ils rompent les ponts avec leur parti politique, et puis qu'ils adhèrent à l'UPR, et qu'ils adhèrent à notre charte. Alors que Philippot, il n'a pas adhéré à l'UPR, il n'a pas adhéré à notre charte. Il a créé son parti, il a essayé de nous piquer notre fonds de commerce, puis ça n'a pas marché. Et donc après ça, il vient nous voir. Et donc, mais il n'a pas de conviction, puisqu'il voulait faire alliance avec Dupont-Aignan. Et comme nous, on lui a dit non, il a fait alliance, vous avez vu, avec un faux gilet jaune, Barnaba, vous connaissez pas? Oui, j'ai vu, oui. C'est un type, vous savez, les gilets jaunes, ils le connaissent. En Indre-et-Loire, il paraît qu'il y a des gilets jaunes qui l'ont entarté. C'est pas un vrai gilet jaune. Et une semaine ou 15 jours, je ne me rappelle plus, ou un mois avant que Philippot fasse alliance avec lui, il faisait des vidéos, ce type-là, pour dire qu'il fallait rester dans... Et tous les médias savent, dans toutes les salles de rédaction, que s'il y a quelqu'un qui est le porteur de l'idée du Frexit en France, Monsieur Frexit, c'est moi. On vous appelle comme ça. On m'appelle comme ça. C'est quand même incroyable que BFM TV m'ait censuré. Alors moi, je m'adresse par votre intermédiaire à tous les Français qui sont amoureux de la démocratie. Vous demandiez si c'est un régime totalitaire. Oui, un peu. Parce qu'en France, BFM TV, pourquoi ils me censurent? Comme ils ont censuré les Gilets jaunes, comme ils leur ont craché à la figure. Parce que BFM TV ne veut pas des vrais opposants. Il veut des faux opposants. Comme les foulards rouges, par exemple. Voilà, les foulards rouges, Madame Le Pen, Monsieur Philippot, bon, il a plein d'affaires qui, semble-t-il, pourraient... je ne sais pas, il y a des poursuites qui ont l'air d'être lancées. Je n'y connais pas grand-chose, mais enfin, si j'ai vu la presse, il a un problème parce qu'il a décroché un drapeau européen pour vol de propriété. Il a un problème avec les attachés parlementaires. Je crois que Mme Sophie Montel a déposé plainte pour usage de faux. Enfin, il a, je crois, un certain nombre de procédures judiciaires qui ont été lancées contre lui. Moi, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que ça n'a rien à voir avec l'honnêteté de notre mouvement politique. Et puis nous, ça fait 12 ans. Les gens, ils peuvent, grâce à Internet, ils peuvent aller vérifier ce que l'on dit. Et je comprends que les gens ne soient pas d'accord peut-être avec ce que je dis, mais je pense que toute personne honnête ne peut que... La vérité, c'est que depuis 12 ans, je dis toujours la même chose. Personne ne peut dire j'ai changé d'avis. Et tout le monde peut constater que tout ce que j'ai dit a fini par se réaliser. C'est ça quand même. Hein. Okay. Rappelez-vous ce que j'avais dit. J'avais dit, si c'est quelqu'un autre que moi qui est élu à l'Élysée, il sera obligé d'appliquer les grandes orientations des politiques économiques, et il va s'attaquer aux retraites, il va démolir le SMIC, il va privatiser les services publics, et c'est exactement ce que vous avez dit, effectivement. Voilà. D'où j'ai dit que je vous ai suivi à la présidentielle, et vous avez dit cela, et après on vous a évincé. Voilà. À peine vous avez dit tout ceci, on vous voyait plus du tout en fait. Plus jamais. Plus jamais on vous a revu. Après la présidentielle, notamment BFM, BFM, pendant, mais pas seulement, TF1, RTL, j'ai eu droit pendant 2 ans à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Aucune couverture médiatique. C'est grave. Mais c'est justement là, en ce moment, que je me dis que on a, pour nous, justement, parce qu'aujourd'hui, ce que les médias ne comprennent pas, c'est qu'il y a un réseau à la base qui était censé être là pour nous distraire, pour nous abrutir. Le mot est là. Ce média-là nous a permis de nous rassembler et de réfléchir. Absolument. C'est Internet. À la base, c'était pour nous abrutir. Regarder des choses un peu stupides sur Internet, rigoler, haha. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a une connexion. Il y a une connexion qui se fait. Beaucoup aujourd'hui n'ont plus de télé. Ils ne regardent pas les médias. Ce mouvement des Gilets jaunes et de voir la diabolisation qui s'est faite. On les a traités d'antisémites, on les a traités de racistes. Alors que moi, dans un mouvement, il y a de tout déjà, premièrement. Et vous savez, aujourd'hui, moi, en tant que fils d'immigré, il y a quelque chose s'il y a ce racisme aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce qu'on nous cogne la tête entre nous, entre différentes communautés,
pointer du doigt le méchant, alors que normalement le méchant, même s'il est mauvais, bah, il est censé être puni. Moi, j'ai appris avant le mouvement des Gilets jaunes qu'il n'y avait plus de place dans les prisons. Bizarrement, quand les Gilets jaunes ont commencé, là, il y avait beaucoup de place pour les mettre en taule. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Soit ils ont construit tout ça entre-temps, et il y a une cellule spéciale toute peinte en jaune, juste pour les Gilets jaunes. Je ne comprends pas. J'ai appris que les gens, à peine on vous trouve avec un masque, vous étiez condamnés. Et moi, je me pose une question, je me dis, bon là, c'est clair c'est une sorte de dictature. On nous dit qu'on est en démocratie. Et je me dis, moi, j'ai vu des commentaires en disant Asselineau président. Les gens aimeraient vraiment que vous soyez un jour président. Et moi, je me pose la question, si vous êtes président, est-ce qu'il y aura une clémence pour ces gilets jaunes qui sont battus pour leur liberté? Est-ce qu'il y aura un geste pour eux? Alors d'abord, oui, premièrement, évidemment. Si un jour j'étais président, s'il y en a encore qui sont en prison, il y aura, vous savez, est-ce que le président, il a le droit... Enfin, malheureusement, c'est plus tout à fait vrai. Avant, le président, dans la Constitution, il avait un droit de grâce collective. Maintenant, il n'a plus qu'un droit de grâce individuel. Mais on peut prendre des lois pour faire, comment dirais-je, accorder un droit de grâce, remise de peine pour les gens qui ont, par exemple, moins de 5 ans de prison, de ce genre de choses. Donc ça, on le fera, bien sûr. On fera aussi autre chose. C'est que nous, on lancera des poursuites pour ceux qui ont mis la France dans cet état-là. Parce qu'il y a quand même un moment où il va falloir que les gens rendent des comptes. Hein. On ne peut pas avoir un président de la République qui éborgne, qui mutile les Français comme ça. Vous avez vu que Mme Bachelet, qui était ancienne présidente du Chili, qui est la présidente du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, lors du dernier rapport du Comité des droits de l'homme à Genève, la France, elle a été épinglée, elle a été classée entre Haïti et le Zimbabwe. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même pas très flatteur. Bon. Donc ça veut dire qu'on a un vrai problème de démocratie en France. Il y a quelque chose que je voudrais dire, mais là, ça va paraître un petit peu bizarre ce que je vais dire. Mais je crois qu'il faut que les êtres humains, il faut qu'ils aient de l'intuition. Il faut qu'ils se disent, est-ce que le monsieur ou la dame qui me parle, est-ce que c'est quelqu'un qui est un politicien qui fait du pipeau, ou est-ce que c'est quelqu'un qui parle avec son cœur et avec son âme? Il faut qu'il se fasse une opinion. Et puis il faut aussi que pour forger cette opinion, pour se rassurer sur cette opinion, il faut voir est-ce que la personne qui se présente devant eux, c'est quelqu'un qui dit toujours la même chose, qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, qui n'est pas dans des combinaisons politiciennes, qui a du courage, etc. Moi, j'ai le sentiment, excusez-moi, je vais être obligé de faire un peu ma publicité, mais c'est pas sur BFM qu'on va me le faire. Moi, je pense que j'ai du courage, parce que lorsque je suis allé sur BFM hier, je leur ai dit, je leur ai dit, on va vous appeler à boycotter, d'ailleurs on va faire ce soir à 20h45, on fait pendant le débat, nous on fait notre propre... Moi je vais avoir un débat avec les internautes, ils me poseront toutes les questions, les choix politiques que j'ai faits, parce que moi, vous savez, j'avais des diplômes, un parcours professionnel, j'aurais pu être ministre de Macron ou même ministre de Sarkozy. Bon, il n'y avait rien de plus facile pour moi que de faire ça. Je pourrais être à la tête, patron d'une grande banque. Je gagnerais des sommes dont vous n'avez même pas l'idée. Eh ben, c'est pas ce que j'ai fait. Parce que moi, j'ai une conscience. Il y a des gens qui ont une conscience. Il y en a d'autres qui sont des magouilleurs. Moi, je n'ai jamais été magouilleur. Je suis pas quelqu'un d'intéressé par l'argent. Je ne considère pas... Évidemment, je préfère avoir un peu d'argent que pas en avoir... Et en ce moment, d'ailleurs, c'est un peu la dèche. Mais je suis pas quelqu'un d'intéressé par l'argent. Vous savez, il y a des gens dans la vie... Vous avez des gens qui essaient de comme Castaner, ou faire les valeurs que chacun il a. Le problème de l'art, c'est pas ça. On est une vie, l'argent n'était pas une... Donc c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas des curés. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est d'essayer de rien que les gens y ressentent. Il y a quelque chose que je voudrais dire. Allez-y, moi je ne vous couperai pas pour l'instant. Parce que... Vous voulez sortir de l'Union européenne. Donc je prends toujours d'autres exemples. Vous savez, à l'ONU, il y a 193 États. Et j'ai dit l'autre jour, il y en a 165 qui ne sont pas dans l'Union. La présidentielle explique qu'il y avait, et j'aime bien les chiffres, 6686 traités. On aura toujours petit à petit. On est en train de grignoter. Ici, c'est pas à Bruxelles, c'est aux régions qu'on les transfère. Et on commence par dire ici ou là qu'il faudrait faire l'ambassade de France et l'ambassade d'Allemagne qui sont côte à côte, etc. C'est-à-dire que plus on va construire l'Union européenne,
et plus il y a un risque qu'en fait la France, elle disparaisse du reste du monde. D'ailleurs, c'est bien ce qui se passe en Afrique, en fait. Moi, je suis pas du tout pour la France-Afrique. Hein. Ça, c'est justement, je voulais vous... Non, j'en parle, les relations néocoloniales, c'est pas... Mais en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ici ou là, la France, elle commence à disparaître un petit peu au profit de la Chine, au profit des États-Unis. Parce que la Russie, on donne, avec notre participation à l'Union européenne, on donne entre 80 et 100 fois plus d'argent à chaque 80 à 100 normal. Alors que ces pays d'Europe de l'Est sont des pays beaucoup plus... Cet argent vient notamment des droits